On entend parler des oméga 3 partout, tout le temps, c'est un peu la superstar des compléments. Mais honnêtement, quand on regarde les étiquettes, ça devient vite un casse-tête. EPA, DHA, des ratios dans tous les sens, on a un peu l'impression d'être devant un tableau de bord hyper complexe, mais sans le mode d'emploi. C'est l'image parfaite. Et c'est justement la mission qu'on se donne aujourd'hui, déchiffrer un peu ce code. Ah ouais? Notre point de départ, c'est un article très éclairant de Supernutrition du 29 janvier 2026. Et il met le doigt sur l'essentiel. C'est-à-dire? Considérer les oméga 3 comme un seul bloc, c'est une erreur. L'EPA et le DHA, ce sont deux molécules bien distinctes, Avec des rôles différents. avec des missions, je dirais même, radicalement différentes dans l'organisme. Et c'est là que ça devient crucial. Parce que l'article avance un chiffre qui, moi, m'a donné le vertige. En 2026, 76% de la population mondiale serait en déficit d'oméga 3 marin. C'est énorme. C'est une carence à l'échelle de la civilisation. Alors si on doit supplémenter, autant le faire bien. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre qui fait quoi, pour que chacun puisse piloter sa santé avec ses bons réglages. Allons-y. Commençons par le premier acteur, l'EPA, l'acide éicosapentanéoïque. Le fameux EPA. L'article le décrit comme le grand régulateur de l'inflammation dans le corps. L'inflammation, on en entend beaucoup parler, et souvent en mal. C'est un peu le grand méchant de la santé moderne. Alors concrètement, comment l'EPA agit? C'est une sorte de pompier interne? Exactement. C'est un excellent parallèle. L'EPA est le précurseur de molécules, les prostaglandines de série 3, qui calment le jeu. D'accord. Quand le corps surréagit avec une inflammation excessive, ce qui est le cas dans beaucoup de pathologies chroniques, ou même après un effort physique intense, Oui. l'EPA intervient pour éteindre l'incendie. Mais ce n'est pas tout. Ah non. Il joue aussi un rôle crucial pour le système cardiovasculaire. Il aide à garder un rythme cardiaque régulier, à maintenir la souplesse des artères et à contrôler le niveau de triglycérides. Donc ces cibles, c'est le cœur, les vaisseaux, les articulations, tout ce qui a besoin de maintenance contre l'usure en quelque sorte. Voilà, c'est le protecteur, le régulateur. D'accord, l'EPA, c'est notre mécanicien, notre agent d'entretien de luxe. Mais alors, pour le DHA, l'acide docosahexaénoïque, l'article parle de bâtisseur. Ça m'intrigue. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on construit notre cerveau avec cette molécule? Et on peut, et c'est à prendre au sens vraiment littéral. Le DHA, ce n'est pas un simple carburant, c'est un matériau de construction. C'est un matériau? Oui, l'article donne des chiffres assez saisissants. Le DHA représente près de 90% des acides gras polyinsaturés dans notre cerveau 90%! et 50% dans notre rétine. Il ne fait pas que passer, il s'intègre directement dans la paroi de nos neurones. Et ça change quoi concrètement qu'il soit dans la paroi? Mais ça change tout. C'est ce qui rend les membranes de nos neurones souples, fluides. Et cette fluidité, c'est la clé pour que l'information circule vite et bien. Ah d'accord. Imaginez des câbles électriques qui seraient rigides et cassants versus des câbles souples et bien isolés. Le DHA, c'est ça. Il garantit la qualité de la transmission. Donc sans lui, la communication entre les neurones ralentit? Et ralentit. Exactement. C'est pour ça qu'il est fondamental pour la mémoire, la concentration, l'apprentissage et, bien sûr, la vision. C'est limpide. Donc, si notre corps était un bâtiment de haute technologie, le DHA serait le câblage en fibre optique et les serveurs ultra performants. C'est ça. Et l'EPA, lui, ce serait le système de clim et de maintenance qui empêche les machines de surchauffer. L'image est parfaite. Elle illustre magnifiquement leur complémentarité. On ne peut pas avoir un système performant sans un bon câblage et on ne peut pas le maintenir sans une bonne régulation. Et ça nous amène à un point essentiel de l'article, l'origine de ces oméga 3. Oui. Parce que là, c'est un point qui doit perturber beaucoup de gens. On nous vend partout les mérites des graines de chia, de lin, des noix. Les fameuses sources végétales, là et là. Exactement. Est-ce que l'article dit que c'est inutile ou juste insuffisant? C'est précisément le mot, insuffisant. L'ALA d'origine végétale, c'est un précurseur. Notre corps possède, en théorie, les enzymes pour le convertir en EPA puis en DHA. En théorie. Voilà, en théorie. Le problème, c'est que ce processus est incroyablement inefficace. L'article parle d'un taux de conversion qui est souvent inférieur à 5%, Si peu. et même proche de 0 pour le DHA chez certaines personnes. Donc compter uniquement sur les sources végétales pour ça, c'est un peu comme vouloir remplir une piscine avec un compte-gouttes. D'accord, donc ce n'est pas inutile, mais ça ne suffira jamais. Jamais. Pour atteindre un niveau optimal, non. Donc pas le choix, il faut aller chercher le PA et le DHA directement à la source, c'est-à-dire dans la mer. Principalement, oui. Les poissons gras restent la source la plus riche et la plus directe.
Maquereau, sardines, harengs, saumon. Et l'article donne un conseil là-dessus, non? Oui, un conseil de bon sens. Privilégier les petits poissons en début de chaîne alimentaire, comme la sardine. Pourquoi ça? Ils ont une vie plus courte, ils se nourrissent de plancton, donc ils accumulent beaucoup moins de métaux lourds et de polluants que les gros prédateurs comme le thon. D'accord. Et c'est là que ça se complique encore un peu parce que manger du poisson gras, c'est le conseil de base, mais l'article montre bien que, selon qu'on est une étudiante en blocus ou un athlète en récupération, la stratégie n'est pas du tout la même. C'est cette fameuse histoire de ratio qui change tout. On arrive au cœur du réacteur. Ce n'est pas tant la quantité totale qui compte, mais l'équilibre entre les deux. Ok, Pour un adulte en bonne santé, qui cherche juste à maintenir son bien-être général, les autorités sanitaires, l'ANSES, l'OMS, elles recommandent entre 250 et 500 mg combinés par jour. et pour le ratio? Pour cet objectif, le ratio idéal est équilibré. 1 pour 1. C'est le réglage par défaut, si on veut. C'est celui que la nature nous offre dans un poisson comme la sardine. La base est claire, mais maintenant prenons des cas concrets. Une amie se prépare pour des examens importants, elle se plaint de brouillard mental, besoin de concentration. Elle a besoin de son câblage en fibre optique. Donc là, on mise tout sur le DHA. Exactement. Dans ce cas de figure, soutien cognitif, mémoire, concentration, il faut un apport qui soit dominant en DHA. C'est-à-dire, quel ratio? L'article suggère des ratios qui vont de 1 pour 3 jusqu'à 1 pour 4 en faveur du DHA. Ah oui, quand même. On parle d'un apport quotidien qui peut monter jusqu'à 1 gramme de DHA pour vraiment nourrir la matière grise et améliorer la clarté mentale. Et c'est la même logique pour les seniors ou pour les yeux aillés. C'est la même logique. Pour les seniors qui veulent préserver leur fonction cognitive ou pour la santé des yeux, un ratio de 1 pour 2 est déjà très bénéfique pour protéger la rétine. Et je suppose que cette logique est poussée à son maximum pendant la grossesse. Là, le rôle de bâtisseur du DHA doit être critique. C'est le cas le plus emblématique. Le cerveau et la rétine du bébé sont en pleine construction. Il a un besoin massif de matériaux. Et donc, la recommandation change. Absolument. La recommandation officielle, c'est d'ajouter au moins 200 mg de DHA pur par jour aux apports de la mère. Et là, on vise des ratios très dominants en DHA, comme 1 pour 4, ou même des compléments qui ne contiennent quasiment que du DHA. Parfait. On a bien couvert les bâtisseurs. Inversons la tendance. Un sportif après une compétition ou quelqu'un qui veut améliorer sa santé cardiaque. Là, c'est le pompier EPA qu'on appelle à la rescousse, j'imagine. C'est tout à fait ça. Pour tout ce qui touche à la gestion de l'inflammation, à la récupération physique ou au soutien cardiovasculaire, c'est l'EPA qui prend les commandes. Et le ratio s'inverse complètement. Il s'inverse. Pour les sportifs, dont les muscles subissent un stress inflammatoire après l'effort, un ratio de 2 pour 1 en faveur de l'EPA est recommandé. L'article parle d'un apport autour de 1000 mg de PA par jour pour accélérer la récupération et diminuer les courbatures. Et pour la santé cardiaque en général. C'est la même chose. Des ratios de 2 pour 1 ou même 3 pour 1 sont les plus étudiés pour réguler les triglycérides et apaiser l'inflammation chronique. Si on décide de se supplémenter, comment être sûr de bien faire? Par exemple, y a-t-il un moment idéal dans la journée pour les prendre? Oui, c'est un conseil simple mais qui change tout. L'article insiste sur le fait de les prendre au milieu d'un repas. Au milieu. Et un repas qui contient d'autres graisses. Un déjeuner avec de l'avocat, de l'huile d'olive ou un dîner avec du poisson par exemple. Pourquoi cette association est si importante? Si on les prend à jeun, ça marche moins bien? Beaucoup moins bien. Les autres graisses du repas, elles agissent comme un signal. Elles déclenchent la production de bile et d'enzymes spécifiques, les lipases. Ah d'accord. Sans ce signal, l'absorption des oméga-3 est vraiment médiocre. Les prendre avec un repas gras, c'est s'assurer que le colis arrive bien à destination dans nos cellules. Et ça évite les petits désagréments aussi, j'imagine. Oui, ça évite les renvois au goût de poisson, qui sont assez classiques. Et il faut être patiente, je suppose. On ne va pas se sentir plus concentré dès le lendemain matin, hein. Il faut distinguer deux temporalités. Les effets de l'EPA sur l'inflammation, le côté pompier, peuvent être ressentis assez vite. Un sportif pourra noter une meilleure récupération en quelques semaines. D'accord, ça c'est rapide. En revanche, pour les bienfaits structuraux du DHA, il faut de la patience. Le DHA doit littéralement remplacer d'autres acides gras dans les membranes de milliards de cellules. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond. L'article est clair. Il faut une cure d'au moins 3 mois pour commencer à observer des résultats stables sur la concentration, la vision ou la peau. C'est logique. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter sur une carence? Quand vous parlez de fatigue visuelle, ça me parle. Après une longue journée sur écran. C'est un des signaux classiques, oui, que mentionne la source.
Ah oui, Une fatigue visuelle récurrente, des difficultés de concentration qui s'installent, des trous de mémoire, ou même une peau très sèche. Comme le DHA est un composant essentiel de la rétine, du cerveau et de la peau, un déficit se voit souvent sur ces zones en premier. une dernière question pratique mais cruciale. La sécurité. Est-ce qu'on peut en prendre trop? Y a-t-il un risque? Le principal point de vigilance, c'est l'effet fluidifiant des oméga-3 sur le sang. C'est un bienfait à la base. C'est un bienfait en soi, oui. Mais pour les personnes qui sont déjà sous traitement anticoagulant ou avant une opération, c'est une interaction à surveiller. Dans ce cas-là, un avis médical est indispensable. Et pour le reste de la population, y a-t-il une limite à ne pas dépasser? L'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, considère qu'une dose allant jusqu'à 5 grammes par jour est sans danger. Au-delà, l'article précise qu'aucun bénéfice supplémentaire n'a été démontré. Mais il y a un autre danger, plus insidieux, Lequel? la qualité de l'huile. La source insiste beaucoup sur un critère technique, l'indice TOTOX. Totox. Oui, T-O-T-O-X. Il doit être le plus bas possible, idéalement inférieur à 10. C'est la mesure de l'oxydation de l'huile. Et une huile oxydée, c'est grave? C'est une huile rance. Non seulement elle a perdu tous ses bienfaits, mais elle devient pro-inflammatoire. C'est pire que de ne rien prendre. D'accord. Donc, en résumé, si on devait retenir une seule grande idée, c'est qu'il faut arrêter de penser oméga 3 de manière générique et commencer à se demander quel est mon objectif? Ai-je besoin du pompier ou du bâtisseur? En clair, EPA pour l'inflammation et le cœur, DHA pour le cerveau et les yeux. C'est exactement ça. La personnalisation, c'est la clé. Un ratio équilibré de 1 pour l'entretien au quotidien. Un ratio dominant en EPA quand le corps est sous stress physique ou pour la santé cardio. Et un ratio dominant en DHA pour les besoins cognitifs, visuels et pendant les périodes de développement comme la grossesse. C'est une approche bien plus ciblée. Et pour terminer, une pensée pour aller plus loin. L'article l'évoque très brièvement, mais ça ouvre une porte fascinante. Il fait la distinction entre l'huile de poisson classique, sous forme de triglycérides, et l'huile de krill, où ils sont liés à des phospholipides, une forme qui serait beaucoup mieux absorbée. C'est un sujet passionnant, oui. Et ça amène une question. Et si la forme, le véhicule de l'oméga 3, était aussi importante que le ratio lui-même? Est-ce que la manière dont ces acides gras sont livrés à nos cellules, ce ne serait pas la prochaine grande clé pour optimiser tous leurs bienfaits?